Donc après la première intervention de cette matinée, nous poursuivons les échanges avec la présentation de Paul Pouzercq, que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté de participer à ce forum. Donc Paul est docteur en sciences du langage et plus précisément en didactique des langues et des cultures. Il est actuellement attaché temporaire d'enseignement et de recherche au service universitaire de langue à Aix-Marseille Université et rattaché au laboratoire Parole et Langage. Il a occupé des postes variés. Il a été enseignant de FLE, chargé de missions pédagogiques dans les réseaux des Alliances françaises, en génie pédagogique à l'université, avant de réaliser son doctorat. Ses recherches se concentrent sur les dispositifs hybrides, l'intelligence artificielle, l'autonomie, la prise en compte de l'hétérogénéité et la différenciation pédagogique en FLE. Et son intervention d'aujourd'hui est intitulée « Le potentiel de la formation hybride pour répondre aux défis des classes de FLE hétérogènes ». Et Paul, la parole est à toi. Merci beaucoup Dimitra. Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe pour l'organisation de cette journée et de m'avoir invité. Alors effectivement, je vais vous présenter une communication sur le potentiel de la formation hybride pour répondre aux défis des classes de FLE hétérogènes. Alors, le sommaire, donc je vais vous parler du point de départ, qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à l'hybride pour prendre en compte l'hétérogénéité. Quelques apports théoriques, j'essaierai d'être assez rapide, qui m'ont permis de construire le dispositif hybride pour une prise en compte des hétérogénéités, les résultats obtenus lors des études que j'ai pu mener, et enfin les perspectives, notamment en lien avec l'intelligence artificielle. Alors le point de départ de l'étude, donc les classes multiniveaux, Catherine en a parlé avant, donc je vais passer rapidement. Il y a des hétérogénéités interindividuelles entre des apprenants, mais au sein même d'un même apprenant, il peut avoir des compétences différentes, comme par exemple ici, cet apprenant qui a un niveau B2 en compréhension écrite, mais un niveau B1 en production écrite. Voilà, donc on va se retrouver avec tout un tas d'hétérogénéités. Mais elles ne sont pas forcément que liées au niveau de langue, elles peuvent être d'ordre environnemental avec des contextes variés. Catherine l'a montré aussi, en fonction de est-ce qu'ils sont dans des écoles doctorales, est-ce qu'ils étudient ou est-ce qu'ils sont dans des entreprises par exemple. Les besoins ressentis, les besoins identifiés par l'enseignant. Psychologiques, motivationnels, ils n'ont pas tous les mêmes motivations, intrinsèques, extrinsèques, émotionnels, cognitifs, on n'apprend pas tous de la même manière, biographiques, culture d'apprentissage, culture d'enseignement, etc. Mais aussi linguistique. Quel est le capital langagier de chaque apprenant qui va aussi beaucoup influencer sur sa manière d'apprendre. Alors le point de départ de l'étude, voilà le type de classe dans lesquelles on est face au SUL, au service universitaire des langues. Donc on a des étudiants d'origine très variée, qui vont Colombie, Russie, Uruguay, Chine, etc. On va avoir des étudiants qui sont issus de contextes très variés ici aussi, avec des écoles doctorales sur la santé, l'environnement, l'informatique. On va aussi avoir des niveaux par contre, donc, très très différents, qui vont du niveau A1 jusqu'au B2, voire C1 dans certaines compétences. Et tout ça dans une même classe. Alors, on a réalisé une petite enquête il y a maintenant 2 ans, 3 ans même, sur ces populations qui se retrouvaient dans ces classes hétérogènes et on leur a demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient, enfin si ils avaient le sentiment que ça ralentissait ou ça accélérait leur apprentissage. Alors, on a eu un quart de personnes qui ont estimé que ça leur a accéléré, un quart, la moitié qui ont dit que ça ne faisait ni l'un ni l'autre, et enfin 26% qui ont indiqué que ça provoquait un ralentissement de leur apprentissage. Et donc on s'est intéressé à cette population-là, et on les a questionnés, et donc voilà, on a ce type de verbalisation. Le cours était censé être B1, B2, mais il y avait des personnes C1, tout le cours était adapté à ces personnes, ce qui l'a rendu très démotivant. Voilà, on a aussi des personnes qui indiquent que c'est très difficile à suivre, il y en a qui peuvent parler, et donc je ne vois pas pourquoi elles sont dans ce niveau-là. Donc ça peut même créer des conflits dans la classe. Du côté des enseignants, on a aussi interrogé les 26 enseignants du SUL, et 14 ont répondu, et sur ces 14, il y a 13 d'entre eux ont indiqué à être face à ce type de classe hétérogène, et 8 d'entre eux ont indiqué ne pas avoir apprécié cette expérience et ne souhaitent pas renouveler l'expérience. Donc ça pose un problème aussi chez les enseignants. Donc voici ce qu'on a pu recueillir comme témoignage. Ingérable, entraîner le départ des étudiants, compliqué, je pense que personne n'était satisfait,
c'est dévorant en termes de préparation de classe, c'est difficile en raison de l'évaluation qui nous oblige à viser un niveau spécifique. Voilà, bref, c'est compliqué pour tout le monde, pour l'apprenant, pour les enseignants, frustration. Donc, on s'est intéressé à est-ce qu'un dispositif hybride pourrait répondre à ces difficultés-là. Il s'appuierait alors sur la pédagogie différenciée, l'autonomie et la pédagogie de projet que je vais vous présenter maintenant. Donc, je vais passer rapidement sur la pédagogie différenciée parce que Catherine en a déjà beaucoup parlé, mais elle désigne l'ensemble des actions et des méthodes diverses susceptibles de répondre aux besoins des apprenants. Et donc, je rajouterai quand même aussi qu'elle vise à construire un collectif où chaque élève est à la fois pris en compte dans sa ressemblance et sa différence. Donc, l'importance de garder une cohésion du groupe classe et de ne pas proposer forcément une individualisation pour chacun d'entre eux. Alors, je me suis beaucoup appuyé sur les travaux de Catherine David et Dominique Cabri, autour notamment de ce travail sur ce schéma, à travers une alternance de regroupement, des objectifs engagés, des outils, des supports qu'elle a présentés précédemment. Et sur les démarches de variation et de différenciation de Puren qu'elle a aussi présentées. Alors, effectivement, la pédagogie différenciée, donc on peut soit faire une centration sur l'enseignement, essayer de différencier pour chaque groupe, mais on peut aussi beaucoup s'appuyer sur une centration sur l'apprenant, à savoir l'autonomie d'apprentissage que Puren a matérialisé à travers ce continuum entre pédagogie différenciée, apprentissage autonome, entre faire apprendre, enseigner à apprendre à apprendre, favoriser l'apprendre à apprendre, et enfin, laisser apprendre. Alors l'autonomie, c'est quoi l'autonomie d'apprentissage? Donc c'est Oleg qui l'avait défini ainsi à l'époque. C'est la capacité de prendre en charge son propre apprentissage. Et cette capacité, elle n'est pas innée, elle s'apprend, elle s'acquiert au cours du temps, et le cas le plus fréquent par un apprentissage formel. Donc voilà, on parle d'autonomisation, cette marche vers l'autonomie. Et Mérieux, qui s'intéresse à la pédagogie différenciée, disait « Supposer l'autonomie, c'est bien souvent laisser jouer les privilèges et se creuser les écarts. Faire comme si l'enfant était déjà autonome, c'est prendre l'objectif pour le point de départ. » Alors, comment développer cette autonomie? Donc, on s'appuie sur la métacognition. La métacognition, c'est quoi? C'est penser sur ses propres pensées, c'est réfléchir à comment on apprend. Et Monsieur Capellini, Marco Capellini, a identifié la métacognition comme levier principal de développement de l'autonomisation. Alors, ça nous intéresse particulièrement. Et donc, on va récupérer des outils qui ont été proposés dans des centres de ressources en langue autour de l'auto-formation, tels que les entretiens de conseil, les séances apprendre à apprendre, les carnets de bord collectifs ou les e-portfolios. Donc, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Dans notre dispositif, des entretiens de conseil, ce sont des moments où on voit individuellement l'apprenant. Alors, dans notre cas, c'était à travers des visioconférences, pendant 15-20 minutes pour faire le point avec l'apprenant sur ses objectifs personnels, ses difficultés rencontrées, les stratégies qu'il met en place, les ressources, et on va le conseiller. Hein, c'est vraiment un entretien de conseil pour l'amener à atteindre ses objectifs. Ensuite, on organise des séances à apprendre. Ce sont des moments, ça ressemble un peu à des thérapies de groupe. Hein, vous voyez, on se met en cercle comme ça et on discute. Et en fait, chaque apprenant va expliquer qu'est-ce qu'il a fait cette semaine, qu'est-ce qui l'a aidé, qu'est-ce qui a été compliqué. S'il a découvert de nouvelles ressources, il va les partager avec le reste du groupe. Et le fait de partager ces difficultés, ils se rendent compte finalement qu'entre eux, ils peuvent identifier les mêmes choses. Alors, on a un carnet de bord collectif. Donc, c'est sous la forme d'un forum qui est un petit peu la même chose qu'une séance apprendre à apprendre, mais de manière asynchrone, parce qu'il faut savoir que tout le monde n'a pas, prend pas forcément la parole pendant les séances apprendre à apprendre, mais vont pouvoir justement, lors des carnets de bord collectifs, s'exprimer ou partager des liens, etc. Et enfin, ils ont un e-portfolio qui est une compilation des productions qui leur permet d'avoir un regard sur leur progression. Voilà pour l'autonomie. Alors maintenant, je vais vous parler du dispositif hybride en langue. Donc, je m'appuie sur les travaux de Elke Nissen, donc sur notamment cette double modalité entre présentiel et distanciel, qui s'appuie sur une plateforme d'apprentissage avec un accompagnement qui est scénarisé entre l'enseignant, l'apprenant, le tuteur et l'apprenant, ou encore entre les apprenants entre eux, autour d'un scénario de communication. Et bien sûr, une centration sur l'apprenant, élément clé, avec une pédagogie dite active qui s'appuie sur une tâche projet, ou une tâche en tout cas, ancrée dans la vie réelle,
le plus possible. Alors tout ça nous donne un scénario pédagogique, hein, pour reprendre les termes de Elke Nissen, notre colonne vertébrale de notre dispositif hybride, voilà. Donc la pédagogie de projet, j'en parle brièvement. Elle met dans le moment présent les acteurs en situation de choisir, de décider, d'agir par eux-mêmes, et c'est en agissant que ces acteurs se construisent. Alors pourquoi les projets nous intéressent particulièrement dans une classe multiniveau? Parce qu'elles permettent d'engager des projets communs dans lesquels chacun et chacune doit pouvoir s'impliquer malgré les différences de niveau. Donc toute cette cohésion du groupe classe peut être maintenue grâce à ces projets. Alors, qui dit projet dit authenticité de l'enjeu. Donc c'est Nicolas Guichon qui parlait de cette authenticité de l'enjeu qui m'a semblé très importante. C'est-à-dire qu'il faut trouver une tâche, un projet qui va motiver les apprenants et les impliquer cognitivement et personnellement. Donc en lien avec leurs objectifs qu'on peut identifier lors des entretiens de conseil par exemple. Alors quel type de tas de projet on a proposé? Donc des concours vidéo. Donc le premier, c'est un concours organisé par l'Université d'Aix-Marseille qui a pour objectif donc de proposer aux doctorants de présenter leurs travaux de recherche en 180 secondes, vous connaissez certainement, donc ils avaient 180 secondes pour présenter leurs travaux de recherche, qui est très intéressant pour eux de pouvoir parler de leur recherche en français. Un concours vidéo, je filme ma formation, qui propose aux étudiants du supérieur de présenter les formations dans lesquelles ils sont inscrits aux lycéens, pardon. La carte interactive dont je vais vous parler juste après, et des posters scientifiques en lien avec leur domaine d'études ou de recherche et les objectifs de développement durable. Ils devaient faire des posters et les présenter dans des lycées, par exemple. Alors voici une vision schématique du dispositif, une alternance de présentiel-distanciel, auquel vient se greffer donc la tâche projet, notre sous-tâche, donc la colonne vertébrale du dispositif, et enfin des outils à visée autonomisante qui viennent s'ajouter, qui permettent de personnaliser les parcours. Alors je vais vous présenter une séance pour que vous puissiez voir concrètement comment ça fonctionne. Donc le tableau est un peu imposant, mais je vais y aller doucement. Alors la tâche projet, c'est la carte interactive à destination des étudiants étrangers d'AMU. Alors quel était l'objectif? C'était de produire une carte interactive avec UMAP, un outil open source, et l'afficher sur le site du service universitaire des langues et des relations internationales. Les apprenants proposent sur une carte des lieux qu'ils estiment dignes d'intérêt pour des étudiants étrangers en partageant les informations importantes en lien avec ces lieux. Donc là, chacun pouvait proposer un lieu qui lui plaisait. L'enjeu de cette tâche, c'est que les apprenants auraient aimé avoir une telle carte interactive en arrivant. Le fait de pouvoir produire un outil qui sera utile, consulté par de nombreux étudiants, représente pour eux un enjeu authentique. Donc la durée, 12 heures, répartie en 4 séances, avec donc, comme vous pouvez le voir, des objectifs qui vont varier en fonction du niveau. En fonction du niveau A2, B1, B2, etc. On va avoir des objectifs pragmatiques qui vont varier, grammaticaux, et un champ lexical qui reste quand même assez proche pour tous les niveaux. Au niveau autonomie, donc on aura des séances à apprendre, carnet de bord, comme je vous en ai parlé précédemment, des compétences transversales, faire preuve d'initiative, de créativité, travailler de manière collaborative et coopérative sur des documents partagés, et enfin produire une carte interactive et intégrer des contenus médiatisés, donc aussi tout ce qui est littératie numérique autour de cette tâche, et culturelle autour des différentes régions de France. Alors l'organisation d'un cycle. Donc on a une partie à réaliser en distanciel avant le cours, en amont, donc qui est représentée ici, donc qui dure une trentaine de minutes avant le cours. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc une étape de variation. Catherine, David en a parlé juste avant. Donc on utilise le même document déclencheur, mais on va proposer des activités adaptées au niveau, ce qui permet quand même de pouvoir travailler tous ensemble sur les mêmes documents. Donc là, ils avaient par exemple une carte, un exemple de carte du Festival des 3 continents, où ils devaient aller chercher des informations et ce qui leur permettait de comprendre comment fonctionnaient ces cartes. Ils avaient ensuite un travail sur Farhama Blog, donc une page avec tout un texte sur comment consulter une carte. Après, ils arrivent en cours. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant le cours? Donc, on démarre par une séance apprendre à apprendre, dont je vous ai parlé précédemment, en faisant le point un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine précédente. Ensuite, on travaille sur les activités réalisées en amont de la classe.
ici présentes. Donc ce qu'on a fait ici pendant ces activités de variation, on vérifie la compréhension, qu'ils aient tous fait le travail. Et enfin, donc ensuite, on repart sur un nouveau document, un document déclencheur. Donc là, c'était une vidéo de Ça bouge en France, issue de TV5, et avec des activités didactisées de compréhension au niveau A2, B1, B2, C1. Donc on est dans une démarche de variation, on travaille sur le même document, mais on va adapter les activités à chaque apprenant. Au niveau de la différenciation, donc après on va faire des activités grammaticales, travailler sur la langue, qui ici vont être complètement différentes en fonction des niveaux de langue. Donc on parlera plutôt de démarche de différenciation de Christian Purel. Alors comment ça se représente sur la plateforme Améthyst, donc Moodle? Ils vont avoir la vidéo et après ils vont avoir des petites zones cliquables en dessous, comme vous pouvez le voir, groupe A2, groupe B1, groupe B2, C1. Ils cliquent sur leur groupe et là ils vont avoir 3 documents à chaque fois, des documents collaboratifs, c'est une sorte de Google Doc, ou alors bon, nous on a un document Nextcloud, et donc ils vont avoir, donc ici j'avais récupéré des activités de TV5 qui sont déjà, donc je les ai un peu remodifiées quand même, qui étaient adaptées au niveau A2, B1, B2, C1. Et avec, comme vous pouvez le voir, B2, C1, on a vraiment des questions ouvertes. B1, c'est un peu un intermédiaire. Et en A2, les questions sont plutôt fermées. C'est beaucoup plus accessible. Voilà, et donc ils vont répondre à toutes ces questions-là. Et après, ils vont avoir des activités grammaticales. Je suis allé un peu vite. Et dans un temps 5, donc, ils vont devoir produire quelque chose. Donc, ils vont avoir des productions A2, B1, B2, réaliser une présentation d'un lieu. Et après, on va les mélanger en groupes d'intérêt. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre... Ah ben moi, je m'intéresse par exemple au musée. Donc même s'il y a un niveau C1 avec un niveau A2, ils vont se mettre ensemble parce que ce qui les intéresse, c'est le musée. Il y en a d'autres qui vont dire, ben, moi, c'est plutôt, je sais pas moi, la vie nocturne à Marseille. Ben moi aussi, hop, ils vont se mettre ensemble, même s'ils n'ont pas forcément le même niveau. Donc ils vont créer leur présentation et ils vont présenter ça à la classe. Donc ça, c'est un travail à faire pour la fois suivante. Et qu'est-ce qui se passe dans le distanciel après le cours? Et donc là, on repart sur une différenciation. Donc les apprenants vont se retrouver avec des activités grammaticales à réaliser en fonction de leur niveau. Et ils vont aussi avoir une production finale, celle que je vous ai montrée avant, à terminer pour la fois suivante. Et le cycle continue, séance 2. Donc il y a des activités à réaliser avant le cours. Donc là, ils avaient une vidéo à regarder avant le cours en présentiel. Donc, je m'arrête là. Mais voilà, c'est une succession d'activités comme ça qui vont permettre de différencier, mais de maintenir quand même une cohésion de classe importante. Alors les résultats obtenus, je vais aller très rapidement. Pour tous les apprenants qui ont participé à ces classes, donc il y avait eu 3 étapes de recherche-action, tous n'ont plus vu la classe comme un inconvénient, ce qui nous semblait être un point important. Maintenant, ce qui nous intéressait aussi, c'était de savoir si est-ce que les apprenants avaient le sentiment qu'on avait répondu à leurs besoins spécifiques. Et là, on était autour de 90% des apprenants qui estimaient qu'on avait bien répondu à leurs besoins. Et un autre point important, est-ce qu'ils avaient réussi à maintenir des relations sociales malgré les différences de niveau, notamment dans la réalisation des projets. Et là aussi, on était proche de 90%. Donc, on a maintenu ces 2 aspects qui permettent, donc, si on reprend la définition de Konak, de parler d'une personnalisation des apprentissages. Au niveau de l'autonomie d'apprentissage, on a remarqué aussi qu'au fur et à mesure du dispositif, les apprenants avaient développé des éléments constitutifs de l'autonomie et donc de développer leur autonomie d'apprentissage. Alors, il y a eu quelques limites autour de ce dispositif qui s'appuyait sur ces 3 leviers. Donc, l'incapacité à accueillir des débutants complets. C'est vrai que quand on avait des débutants complets, les intégrer au projet était très complexe. L'homogénéité dans la répartition des groupes de niveau. Là aussi, c'est assez important. Si jamais vous avez 1 ou 2, même voire qu'un seul niveau, une personne en niveau B2 et tout le reste est au niveau A2, ça peut poser problème. Il pourra difficilement travailler avec, notamment pour la différenciation. Viabilité du dispositif avec de plus grands effectifs. C'est vrai qu'on est autour d'entre 10 et 15 apprenants. Qu'en serait-il si on était 25, 30? Voilà, ça aussi, c'est des questions qu'on s'est posées. Alors, au niveau des perspectives, l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'elle ouvre de nouvelles possibilités qui peuvent nous permettre d'enrichir donc au niveau de l'enseignant, déjà, d'une part, au niveau de la différenciation. Donc Catherine l'a montré, vous avez vu, quand vous avez vu mon tableau, vous vous êtes dit waouh, alors c'est ok, mais c'est beaucoup de travail. Donc là, vous allez quand même pouvoir vous appuyer sur l'intelligence artificielle pour, par exemple, didactiser
donc des documents. Par exemple, si vous avez déjà quelque chose de didactisé pour le niveau A2, ben est-ce que tu pourrais t'inspirer de ça pour me faire quelque chose pour le niveau B1, B2? Alors, ce ne sera pas parfait, il faudra toujours repasser derrière, mais ça vous permettra certainement de gagner du temps. Au niveau de l'hybridation aussi, on peut se poser la question, voilà, j'ai cette tâche projet en tête, voilà, j'aimerais, en m'appuyant, donc toujours en donnant un exemple, j'ai fait ça pour la carte interactive, est-ce que tu pourrais m'aider à créer un scénario pédagogique pour telle tâche? Et là aussi, vous allez certainement pouvoir utiliser beaucoup de choses. Donc, on peut aussi s'en servir pour corriger des copies. Donc, on parlera des enjeux éthiques juste après, j'imagine. Mais voilà, donc moi, par exemple, j'avais pris cet exemple-là d'une étudiante de niveau A2. Je lui avais donné comme prompt cette copie. Je suis enseignant, je voudrais que tu identifies les erreurs de mon élève en gras et que tu lui donnes des indices pour l'aider à se corriger. Et donc, il m'avait donné des textes. Il avait repris toutes les petites erreurs qu'il avait faites et il n'avait pas donné les réponses, mais il lui avait donné des indices pour qu'il trouve les réponses. Donc, vous imaginez, si vous devez faire ça pour chaque élève, ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc, ça peut vous faire gagner du temps pour lui proposer ça. Mais ce que je trouve surtout plus intéressant, c'est de leur apprendre à le faire eux, en fait. Parce que cette démarche-là, je ne l'ai pas fait moi. Je leur fais faire, donc je vais vous en parler juste après. Donc, il y a aussi des outils comme LinguaTalk, que vous connaissez peut-être, qui est un outil, donc je crois que j'ai prévu quelques slides sur cet outil, qui est vraiment spécifiquement dédié à l'apprentissage des langues, une IA qui discute avec vous et qui vous donne des conseils sur les erreurs que vous pouvez faire lorsque vous écrivez. Et il y avait un dernier point sur la pédagogie de projet. Effectivement, l'intelligence artificielle va vous permettre de développer des nouveaux projets aussi qui étaient peut-être inaccessibles auparavant, comme créer des bandes dessinées rapidement, de nouveaux projets vidéo, etc. Alors, donc là, j'avais fait un autre prompt en leur demandant, voilà, je suis apprenant de FLE de niveau A2, identifie toutes mes erreurs sans les corriger, mets-les en gras, donne-moi mon texte sans corriger les erreurs, c'est important, mets les erreurs en gras. Donc pourquoi je répète? Parce que quand je l'ai fait en classe, en général, quand l'élève dit « je voudrais que tu identifies mes erreurs » sans les corriger, la moitié du temps, il les corrige. Alors que l'élève voulait juste y voir identifier. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans une même classe, donc des fois j'avais 12, 15 apprenants, ils posaient tous la même question, puisque je leur prépare un prompt qu'ils n'ont plus qu'à copier-coller avec leur production. Ils n'ont pas tous la même réponse. Il y en a certains où l'IA va corriger, et pourtant ils utilisent la même IA au même moment, donc c'est assez surprenant. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de les former au prompt, c'était de les former à ce rapport de non, je ne veux pas avoir la correction en fait. Je veux vraiment savoir où sont mes erreurs. Je veux essayer de comprendre. Je veux aussi, donc ils indiquent aussi à l'IA, attention, j'ai un niveau A2. Donc les erreurs que je fais, c'est normal que j'en fasse déjà. Et surtout, voilà, il y a peut-être des subtilités qui sont plus de niveau B2. Alors ça, je trouve que l'IA n'est pas encore tout à fait au point. Puisque là, vous voyez, par exemple, il ne m'avait pas relevé toutes les erreurs. Donc j'avais écrit, il manque des erreurs. Et donc, elle m'a rajouté les erreurs qui manquaient. Donc, ensuite, l'apprenant, une fois qu'il a essayé de corriger ses erreurs, il n'a pas réussi, il peut demander « propose-moi des exercices de remédiation ». Et donc là, en fonction des activités, pour un niveau A2, il va lui proposer des activités adaptées. Donc, ce travail-là, cette démarche-là, donc autonome, permet à l'apprenant de travailler par lui-même. Il y a aussi la pratique de l'oral, donc vous pouvez, en fonction des IA que vous utilisez, demander à l'IA de jouer un rôle avec vous et de pouvoir discuter. Alors, il y a des études qui ont montré, donc je ne les ai pas citées ici, mais qui montrent que le fait que ce ne soit pas une vraie personne peut permettre à des apprenants qui ont un peu des difficultés à se lâcher de faire ce premier pas et après d'avoir moins de difficultés à parler. Donc, j'ai des verbatims de mes apprenants qui me disent « si l'IA peut me comprendre, je pense que les Français y arriveront aussi ». Voilà, donc c'est un peu ce qu'ils se disent. Voilà, donc LinguaTalk, je passe très rapidement. C'est un outil qui est payant avec 30 minutes gratuites au début. Donc j'ai des étudiants, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des comptes à chaque fois. Je ne sais pas si je peux dire ça, c'est filmé. Mais en tout cas, voilà, il y a cette possibilité-là de l'utiliser sans payer. Et c'est une IA qui vous permet donc de discuter, de prendre des rôles, qui va vous expliquer certains points grammaticaux si vous avez des difficultés.
Alors l'IA, j'en parle très rapidement, mais parce que ça me semble très important. Elle soulève quand même des enjeux éthiques très importants. Donc on a parlé de la correction. Alors au niveau des données, à chaque fois que vous créez des comptes, etc., de tout ce que vous donnez aussi, vous alimentez ces IA, les biais, équité. Donc il y a des biais algorithmiques qui sont importants, l'inégalité d'accès. Il y a aussi le fait que des fois il y a des erreurs. Il va même vous corriger des erreurs qui n'existaient pas. Enfin voilà, donc pour le moment il faut faire très attention. Il y a encore on dit que l'IA aujourd'hui est fiable à près de 90%, mais il y a encore ces 10% qui sont quand même très importants. L'authenticité, plagiat, triche, évaluation. Est-ce que on peut toujours évaluer les travaux de nos apprenants qui sont faits à la maison de la même manière, etc. Les droits d'auteur au niveau de la propriété intellectuelle, bien sûr. L'écologie, donc ça aussi c'est assez désastreux. J'apprends des chiffres toutes les semaines assez affolants au niveau de la consommation électrique de tous ces outils. Donc voilà, peut-être les sensibiliser à tout ça quand ils l'utilisent. Par exemple, éviter de prendre des photos de tout le temps pour traduire. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans nos classes aujourd'hui. Voilà. Et puis sur les risques de dépendance aussi, au développement faculté cognitive des apprenants. Donc je pense que c'est plus surtout pour les enfants, etc., qui sont en train de grandir avec ces outils-là. Voilà, je terminerai avec ça et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation qui complète celle de Catherine de ce matin et qui nous offre de nouvelles perspectives grâce à l'utilisation de l'IA. Et donc, je vais donner la parole au public, aux personnes qui sont présentes ici dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour, bonjour Monsieur Pouzard, bonjour à tous. Je m'appelle Xavier Espinoza, je suis actuellement enseignant au QF et j'ai été particulièrement intéressé sur votre utilisation de l'IA. Alors moi j'ai une classe en ce moment en multiniveau où j'ai appliqué la même démarche que celle que vous avez appliquée pour ce qui est la remédiation écrite, donc de demander aux apprenants de construire des prompts pour utiliser l'IA de manière intelligente, on va dire, comme vous avez fait, c'est très enthousiasmant de le voir dans une présentation et comme perspective d'utilisation pédagogique. Et je me demandais si vous pouviez, si vous aviez eu une expérience aussi au niveau de l'oral. L'oral, je ne l'ai pas encore fait. Je sais qu'il y a cette possibilité avec notamment les téléphones de laisser un message. Notamment, moi, j'utilise Français GPT, enfin, la version française de ChatGPT. Et il y a cette possibilité de laisser un message, mais je n'ai pas encore fait vraiment le dialogue. J'étais en train de réfléchir dessus. Et donc, vous avez une petite slide dessus. Et je me demandais si vous aviez une expérience que vous pouviez nous partager à ce niveau-là, en toute curiosité. D'accord, ok, oui, bien sûr. Alors effectivement, donc il y a des outils qui le permettent. Donc je ne vais pas trop les citer ici. Je ne sais pas trop si faire de la pub. Mais il y a des outils qui permettent en fait sur le téléphone notamment de proposer un audio. Et, le temps de réaction est assez rapide, donc on a presque l'impression d'avoir une conversation rapide. Il faut savoir quand même qu'à chaque fois que vous faites ça, c'est de l'écrit, c'est de l'oral qui passe à l'écrit, qui passe à l'oral. Et donc, voilà, pour toutes les personnes qui travaillent sur l'oralité, on n'est pas sur de la conversation orale, hein, on est sur de la conversation oralisée. Et donc, voilà, il faut prendre ça en considération. Je n'ai pas fait d'études spécifiques. Moi, je montre cette possibilité-là à mes apprenants. Bon, on en discute pendant les séances apprendre à apprendre. Il y a un vrai dialogue autour de l'utilisation de l'IA. Certains l'utilisent beaucoup, d'autres pas. D'autres inspirent. Pardon, ouais. Ah, merci, pardon. Certains s'en servent très régulièrement. Et donc, alors je fais aussi un travail sur l'auto-formation avec des étudiants qui n'ont pas d'enseignants, hein, qui étudient en autonomie guidée. Et donc, on travaille sur justement cet outil et j'ai des apprenants qui l'utilisent beaucoup, qui discutent beaucoup avec l'IA, avec leur téléphone et que ça leur permet de fluidifier. Ils peuvent aussi, donc on a travaillé sur des prompts pour que l'IA corrige leur production.
C'est-à-dire que l'IA va les écouter et à la fin, va leur dire, alors là, tu as fait une erreur sur ça, 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 attention, ta, 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 ta. Et après, il continue la conversation. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est prêt à vous écouter tout le temps, sans fatigue, etc. etc. hein. Voilà. Bonjour, je suis coordinatrice en ASL. Les ASL, c'est les ateliers sociolinguistiques dans les MJC, les maisons des habitants. Et je me demandais, alors, c'est un peu peut-être à côté de ce que vous exposez, mais moi, vraiment, au niveau de l'IA, il y a un truc. Je ne réponds pas par rapport forcément à votre intervention, hein, c'est plus large. Je me demande, il y a un truc de fond qui me pose problème, c'est aujourd'hui, tout le monde dit qu'il y a un énorme problème écologique avec ça, mais tout le monde y va quand même. Et du coup, pour le moment, je vois tout le monde dire qu'il y a des enjeux éthiques, des enjeux écologiques, mais on y va. Et ça m'interroge vraiment beaucoup, parce que pour le moment, j'ai l'impression que c'est y aller ou ne pas y aller. Mais on dit que ça pose problème, on y va quand même, et on y va tous. Et donc, encore une fois, c'est pas par rapport à votre pratique, monsieur, hein, c'est beaucoup plus large que ça, et j'ai pas du tout la solution, mais ça m'interroge vraiment. Et à côté, du coup, alors moi, je n'ai pas fait de diplôme de FLE, donc il y a plein de choses que je connais pas et que probablement dans la salle, plein de gens connaissent. Est-ce que ce que vous avancez, par exemple, est-ce que ça pourrait être des choses qui relèveraient de l'entraide au sein du groupe, par exemple? Est-ce qu'il pourrait y avoir des manières de faire pour utiliser les différents niveaux au sein d'un groupe et l'entraide entre apprenants? J'imagine que ça peut être valorisant quand, par exemple, certains savent repérer des erreurs que d'autres ont fait et que ça peut peut-être créer des choses différemment. En tout cas, moi, je pense à ça parce que clairement, dans les ASL, ça va être... j'ai pas envie aujourd'hui d'utiliser l'IA et j'ai l'impression qu'on peut avoir d'autres leviers au sein du groupe. Je sais pas si c'est des choses sur lesquelles vous avez des idées. Alors, merci pour ces deux questions. Donc, je commence par la première, la plus épineuse. Alors, effectivement, donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis assez... j'ai un positionnement très, très, très complexe vis-à-vis de cet usage. Je pense que les apprenants l'utilisent. Et de toute façon, maintenant, l'intérêt, ça serait plutôt de voir comment bien l'utiliser. Je vous ai parlé des photos. On des photos tout le temps de tout. Et ça, d'un point de vue données, etc., c'est très, très lourd. Donc si déjà, rien qu'en leur montrant que essayer d'arrêter de faire des photos de tout, tout le temps, plutôt scanner, etc., bon, voilà, ça peut peut-être même réduire l'empreinte carbone finalement de nos apprenants. Après, c'est un outil qui va de toute façon être de plus en plus utilisé, qu'on le veuille ou non. Qui va donc, plus on est à même de le comprendre, de savoir bien l'utiliser, plus on pourra certainement aussi le réduire. Je fais beaucoup de formations aux enseignants sur l'utilisation de l'IA notamment. Et c'est vrai que je me dis des fois, oui, c'est vrai que là, je leur explique tout ça et maintenant, ils vont tous l'utiliser. Mais je parle beaucoup de cet aspect-là. On utilise Comparia, qui est un outil qui permet de calculer l'empreinte carbone de chaque recherche. Je me dis peut-être que si c'est pas moi qui avais fait la formation, parce que quelqu'un l'aurait faite de toute façon, il n'aurait peut-être pas parlé autant des enjeux éthiques et de l'écologie. Et donc peut-être que, voilà, de toute façon, quelqu'un la fera cette formation. Voilà. Donc pour ça, c'était pour répondre à la première question. À la deuxième question, bien sûr, les cours multiniveaux. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais j'en parle beaucoup dans ma thèse et dans certains articles. Le fait d'avoir des apprenants de niveaux différents, lorsqu'ils travaillent ensemble, va permettre à la fois d'enrichir l'apprentissage des niveaux supérieurs, parce qu'ils vont devoir expliquer certains concepts du vocabulaire en français, etc. Et donc bien comprendre pour pouvoir expliquer. Et pour les apprenants niveau inférieur, ça paraît beaucoup plus évident, mais le fait de pouvoir interagir avec des niveaux B2, C1 quand on est A2, ben forcément, ils vont acquérir du vocabulaire. Voilà. Donc il y a un enrichissement à tous les niveaux, même aussi, donc moi j'aime bien parler aussi de compétences transversales, même voire interculturelles, en fonction des cultures de chaque apprenant. Il y a des étudiants chinois, par exemple, qui, alors, sans vouloir faire de stéréotypes, mais il y avait plus de difficultés à prendre la parole, par exemple, que des étudiants brésiliens. Et pourtant, ils avaient des niveaux bien supérieurs. Et du coup, ça leur a libéré la parole. Ils se sont dit, donc j'ai des verbalisations à ce sujet qui expliquent que dans leur pays, tant qu'on ne parle pas bien, on ne peut pas trop parler. Mais le fait de voir des Brésiliens qui parlent avec un niveau A2, ça leur a permis de leur de libérer la parole et qu'ils se sentaient beaucoup plus à l'aise pour parler en français suite à ce cours-là.
Voilà, donc je pense avoir répondu. Peut-être une question à distance. Pour revenir à l'IA, est-ce que l'IA peut corriger en fonction de la langue première de l'apprenant? Une question de Katia, en prenant en compte son interlangue. Alors effectivement, ça aussi, j'ai travaillé là-dessus sur le dernier cours que j'ai, c'est-à-dire travailler sur la langue première. Donc, dans mon cours, on a travaillé sur le passé composé imparfait. Donc, un cours que la plupart d'entre vous ont certainement assuré. Et je leur ai demandé de demander à l'IA de voir quel était le lien, en fait, s'ils avaient des équivalents dans leur langue, en fonction de leur langue, et de voir comment, justement, l'IA pouvait leur faciliter. Parce que c'est vrai que nous, on a 10, 15 nationalités parfois dans une même classe, donc on ne peut pas proposer forcément quelque chose qui s'adapte à chaque langue. En revanche, avec l'intelligence artificielle, les apprenants ont pu, par exemple, les Espagnols, demander est-ce que le passé composé, est-ce qu'il y a un équivalent en espagnol, pareil en portugais. Et alors, après, il y avait aussi des Coréens qui l'ont fait. Alors, on a eu des résultats très différents. C'est vrai que les Espagnols étaient très très satisfaits parce qu'ils ont dit ah mais en fait du coup c'est le prétérit, c'est la même chose. Donc moi je suis hispanophone donc je savais qu'ils trouveraient cette réponse-là. En revanche pour des langues plus éloignées j'étais un peu plus mitigé. Je me suis rendu compte que c'était pas était un petit peu moins efficace en tout cas. Mais je pense que ça vaut le coup de le tenter et au moins ils se questionnent. Déjà c'est un premier pas. Et ils cherchent à comprendre, et ils cherchent à s'appuyer sur leur propre langue. Ils n'auront peut-être pas forcément la réponse, mais ils vont la chercher, et donc c'est déjà une première étape. Bonjour à tous, je suis Chloé Paulin, coordinatrice et formatrice en atelier sociolinguistique. Moi, j'avais une question. Alors, je comprends l'intérêt de l'usage de l'IA pour une question de gain de temps, mais je me demande, quand on délègue comme ça à l'IA, notamment la correction des productions des apprenants, est-ce que ça ne vient pas un peu nuire à l'évaluation en fait, de leur évolution? Parce que moi, j'ai l'impression que pour mettre en place de la différenciation et pour être au plus près des besoins des gens, il faut quand même garder un regard assez régulier sur leur avancée. Voilà, c'est ça qui m'interrogeait un petit peu. Ouais, alors, donc, déjà, il y avait donc, je vous ai montré 2 exemples, hein, soit l'enseignant qui fait corriger. De toute façon, on ne peut pas copier-coller directement, hein, on relie. C'est simplement que on va avoir, ça va donc faire gagner du temps, mais surtout un niveau de finesse qu'on ne pourrait peut-être pas avoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lire. Je ne fais pas un scan, envoi direct, je ne regarde même pas ce qui s'est écrit, parce qu'en plus, il y a des erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. Je peux le dire très clairement, surtout si vous faites du manuscrit vers de la photo, etc. Ça ne marche pas. Moi, généralement, j'essaye de scanner avec mon téléphone. En plus, c'est moins lourd d'un point de vue écologique d'envoyer du texte que d'envoyer une photo. Il faut le savoir. Donc voilà, il va y avoir des erreurs à ce niveau-là. Et ensuite, il y a vraiment un travail entre ce que vous recevez de l'IA et ce que vous renvoyez. Donc voilà, il n'y a pas de perte d'information à ce niveau-là. La question se pose, par contre, c'est vrai, si on demande à l'apprenant d'être autonome sur moi, je me questionne plus sur le problème des erreurs. Il va y avoir des erreurs. Est-ce que l'apprenant va être en mesure de les identifier? Est-ce que ça ne va pas nuire finalement à son apprentissage? Est-ce qu'il ne va pas fossiliser des erreurs? Elles n'ont pas été identifiées, etc. Donc, il n'y a plus trop de contrôle. Qui est responsable? Voilà. Après, c'est dans toute auto-formation, on se retrouve confronté à ce problème-là. Hein. Donc, quelque chose qu'on peut essayer d'apprendre seul, on peut se tromper aussi. Et voilà. Donc, en tout cas, on essaye des choses, on voit, et puis on étudie, on regarde les résultats. Une petite question à distance. Alors, d'une personne qui travaille dans une association, Christelle, faut-il annoncer au groupe classe qu'il y aura un travail différent
en raison de l'hétérogénéité de ce même groupe et comment ne pas faire perdre confiance ou stigmatiser les apprenants. Alors effectivement, bon, moi dans mes classes, il n'y a pas besoin de leur dire qu'on est dans une classe hétérogène, ils le voient tout de suite, hein. Je veux dire, quand il y a des étudiants de niveau C1 qui sont avec des niveaux A2, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer. Enfin, on en parle beaucoup, hein, ils le savent. Au contraire, bon, ils savaient en plus qu'ils étaient dans des travaux de recherche, hein, puisqu'ils avaient signé un document, etc. Je pense qu'au contraire, on l'a bien, Catherine en a bien parlé, on n'est pas là pour stigmatiser, on est plutôt là pour valoriser les différences. Donc la question de la diversité, de l'hétérogénéité, etc. À partir du moment où on leur dit c'est génial, vous êtes tous différents, je pense qu'au contraire, il faut valoriser ces différences-là, valoriser les langues premières, valoriser les différents niveaux. Comme je vous l'ai dit, ils apprennent tous, même les niveaux avancés étaient très contents finalement de se retrouver avec des niveaux plus bas, parce qu'ils se retrouvaient en situation d'experts, qui est aussi une manière de prendre confiance dans la langue, etc. Donc notamment pour des cultures où prendre la parole est plus complexe, plus difficile. Voilà, donc non, un problème à justement expliquer qu'on est dans des classes multiniveaux ou hétérogènes. Alors, oui, je sais qu'il y a une question. Juste une remarque par rapport à ça quand même, c'est que dans ce contexte où on est avec un public d'étudiants, de doctorants, hein, c'est ça, hein, effectivement, il n'y a peut-être pas cette difficulté, mais moi, je sais que j'ai encadré le mémoire d'une étudiante qui travaillait auprès d'un groupe de grands adolescents voilà, en exil. Et la différenciation avec l'identification de différents niveaux posait de réels problèmes et un refus pour beaucoup, hein, je vois. Voilà, donc dans certains contextes, je pense que la différenciation du travail proposé va soulever des problèmes et des difficultés à l'accepter pour certains. Et rapidement, mais c'est vrai que c'est un contexte que je connais déjà beaucoup moins. Donc, on a eu un projet de recherche qui a été accepté pour travailler justement sur les classes UPE2A. Donc, j'espère que j'aurai peut-être plus de réponses à donner à partir de ce moment-là, mais conscient que mon contexte n'est pas celui qu'il évoque. Bonjour, moi je suis Annie Clergeau, je suis bénévole en ASL et j'ai repris des études en FLE. J'avais deux petites questions assez concrètes. Quand vous avez parlé du projet de carte interactive, vous étiez tout seul en enseignant avec les 3 niveaux pour environ 12-14 apprenants, c'est ça? Ou vous avez fait appel à d'autres personnes pour vous aider en sous-groupe? Non, j'étais tout seul. D'accord, ok. Alors j'ai voulu rajouter des petites photos pour illustrer un petit peu comment ça fonctionnait dans la classe, etc. Mais bon, pour des raisons techniques, c'était un peu compliqué ce matin. Donc, si vous regardez un peu mes articles ou quoi, vous verrez peut-être un petit peu plus en détail comment ça fonctionne, ou ma thèse. Effectivement, je suis seul. Donc, on est dans des classes flexibles. Donc, c'est des classes qui sont avec du mobilier adapté, qui permettent de changer de groupe très facilement. Donc, d'ailleurs, une journée d'études qui est sur ce sujet-là vendredi à Aix-Marseille, sur comment justement utiliser le mobilier pour alterner ces groupes et que les apprenants puissent prendre en main leurs projets, qu'ils ont des murs inscriptibles, ils ont des connectivités assez importantes. D'accord. J'avais une deuxième petite question sur l'IA. Vous avez testé différents outils. Vous avez remarqué des grosses différences d'un outil à un autre ou ils sont à peu près similaires? Non, il y a une énorme différence d'un outil à l'autre. Ouais. Bon, j'imagine que vous ne nous faites pas de recommandations. C'est pas ce que j'ai le droit. Non, après, bon, je peux vous donner mon usage personnel. Bon, moi, j'utilise personnellement Perplexity parce que c'est un outil que je trouve qui montre les sources. Et donc ça me semble très important. Pour la recherche aussi, il y a la possibilité de faire des recherches spécifiquement que sur des articles scientifiques. Ça évite qu'il utilise des données qui sont issues de blogs lambda. Donc voilà, ça permet d'avoir une meilleure fiabilité, je dirais pas une totale fiabilité. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect de l'outil que j'utilise. À un moment, j'ai essayé d'utiliser beaucoup Mistral, donc qui est l'outil français, hein, donc un peu voilà, pour faire la promotion
quand on est face à tous les outils numériques américains, chinois. Bon, on a ce Mistral au milieu. Bon, après, j'ai entendu dire que Mistral appartenait à 80% des Américains depuis la levée de fonds et qu'il était coté en bourse. Donc, on peut se questionner aussi là-dessus. Et les résultats sont moins probants. J'ai encore testé il y a très peu de temps la correction, par exemple. Et il y a beaucoup d'hallucinations. Donc, hallucinations, pour ceux qui... Voilà, il y a beaucoup d'erreurs. Et voilà, moins fiable encore. Pour le moment, en tout cas. Merci. Mais je rêve d'un outil français, RGPD. J'espère qu'il arrivera vite. Merci Paul pour ta présentation très intéressante. C'était juste pour répondre à la personne qui a posé la question de les activités qui sont parfois mal reçues quand il y a une hétérogénéité de niveau parce qu'on a le sentiment d'être stigmatisé. C'est quelque chose qui est très régulier, qui revient souvent. Et moi, j'avais pu constater cette frustration chez certains élèves, chez certains étudiants quand j'étais justement au QF. Et j'avais pris le parti en fait de faire un livret complet ou du moins un document avec toutes les activités proposées à la classe, classées par difficulté, qui peut permettre de laisser le champ libre en fait. Et on a certains qui vont faire celles qui correspondent plus à leur niveau, mais qui vont peut-être aussi tenter d'en faire d'autres. Alors c'est vrai que c'est un travail important. Mais du coup, enfin, je veux dire, c'est un dossier important à chaque fois. Mais j'avais remarqué que ça satisfaisait un grand nombre d'étudiants parce que finalement, ils avaient tout ce qui allait être fait dans la séance et que ils essayaient de faire aussi des activités un peu plus difficiles, voire même certains qui étaient plus avancés en faisaient des plus faciles pour pouvoir se remettre à niveau aussi. Donc, c'est pas un vrai souci pour moi, par exemple. C'est juste une question de présentation des activités qu'on fait. C'est dans les modalités de présentation que ça peut se jouer. Voilà, c'est tout. C'était juste pour répondre à la collègue. Merci. Alors, une dernière question, mais peut-être avant la pause. Mais là, ce n'est pas une question pour Paul. C'est une question à laquelle pourraient répondre Chloé ou Emmanuel sur qu'est-ce que c'est la coordination des ASL. Donc, peut-être que je peux passer le micro. Je ne sais pas si Chloé veut bien répondre. Je vais y revenir parce que je vais en parler dans ma présentation juste derrière, mais brièvement, donc coordonner des ASL, c'est beaucoup de tâches différentes. Donc ASL Atelier Sociolinguistique, on va être en charge de l'organisation des ateliers, on va accompagner les formateurs bénévoles parce que ce sont beaucoup des ateliers qui sont menés par des bénévoles. On va créer des ressources pédagogiques, alimenter une bibliothèque de ressources. On va faire des entretiens d'accueil avec les personnes, donc les apprenants, pour évaluer à la fois leurs besoins linguistiques, mais aussi plutôt fonctionnels. Ça, je vais vous l'expliquer après. Voilà, en gros, voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Ça fait une transition, effectivement. Donc, les ateliers sociolinguistiques, ce sont les cours de français que l'on trouve dans des associations de divers types. Voilà. Donc, je pense qu'on va terminer là. Il n'y a plus de questions à distance. Et puis, nous allons faire une pause, reprendre à 11h15, c'est ça, hein? Merci beaucoup, Paul, pour cette intervention et nous allons nous retrouver ici.